Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de probabilité. Alors, les probabilités, même si c'est une notion qui est très ancienne dans l'histoire de l'humanité, à partir du moment où l'homme a commencé à inventer des jeux de hasard, il y a toujours eu cette idée d'aléatoire dans les résultats. Mais en même temps, si on regarde vraiment des traces de recherche, vraiment de théories, de théorèmes, de propriétés, de choses comme ça, eh bien c'est relativement récent dans l'histoire des mathématiques, c'est même daté relativement précisément. Il existe des traces de correspondance au XVIIe siècle en fait, entre deux mathématiciens de l'époque qui sont Pascal et Fermat. Et donc en fait, ils tenaient une correspondance au sujet d'un jeu, le jeu du chevalier de Méré, donc on en parlera en classe, et ils se posaient la question des probabilités sur ce jeu, est-ce que ça valait le coup de jouer, est-ce qu'il fallait miser de l'argent, etc., etc. Donc en fait, les notions de probabilité sont quand même relativement récentes dans l'étude vraiment des probabilités, et bien du coup, c'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre-là. On y va. Alors, nous allons commencer avec une première partie qui va être peut-être un petit peu rébarbative, mais en même temps, on en a besoin, c'est toute la partie vocabulaire. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a du vocabulaire que vous allez retrouver, qui est le même vocabulaire que celui qu'on apprend au collège. Pour d'autres, eh bien, ça sera peut-être une découverte. Alors, il est quand même important d'être au clair sur tous ces mots. Ce sont des mots précis. Comme chaque nouvelle branche des mathématiques, il y a un vocabulaire précis à utiliser. Alors, on va commencer assez simplement avec la notion d'expérience aléatoire. Alors, même si c'est assez clair pour tout le monde, on va essayer de poser une définition. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Eh bien, c'est tout simplement une expérience dont le résultat est dû au hasard. Voilà, tout bêtement. Et donc, la particularité d'une expérience aléatoire, c'est qu'on ne peut pas prévoir le résultat. On pourrait même aller plus loin en disant qu'une expérience aléatoire, elle a cette particularité qui est que je peux la répéter autant de fois que voulu. Chaque nouveau résultat de mon expérience aléatoire ne dépendra pas des résultats précédents. On le sait très bien, si on lance un dé 3 fois de suite et qu'on a obtenu 3 fois de suite la face 6, on n'a aucune garantie d'obtenir encore une fois un 6. Donc là, voilà, l'idée de l'expérience aléatoire, c'est qu'elle peut être répétée et les résultats suivants ne dépendent pas des résultats précédents. Bien. Si on va un petit peu plus loin dans le vocabulaire, eh bien on va dire qu'une issue, ça va être un des résultats possibles de notre expérience aléatoire. Voilà. Donc, on peut même aller encore une fois un petit peu plus loin quand on va s'intéresser à plusieurs issues en même temps. On va parler d'un événement. Alors un événement, il y a deux types de présentation. On peut dire qu'un événement, finalement, c'est un ensemble d'issues. Donc à ce moment-là, notre événement, on le présenterait sous une forme de liste, par exemple, en expliquant toutes les issues qui nous intéressent. Ou alors, on peut également en faire une phrase. Un événement, ça peut être une phrase en français, une condition, qui va être vérifiée, réalisée par une ou plusieurs issues de mon expérience. Avec une petite particularité, c'est qu'un événement qui est réalisé par une seule issue, c'est-à-dire qui contient une seule issue, on va appeler ça un événement élémentaire. Jusque-là, ça va à peu près. Là où on commence à avancer un petit peu plus dans le vocabulaire, c'est qu'à chaque fois qu'on va s'intéresser à un événement, il faut savoir qu'il y a aussi toutes les issues qui ne sont pas prises en compte dans cet événement, qui sont à côté. Et à ce moment-là, mon événement possède toujours un événement contraire. À chaque fois qu'on a un événement qu'on étudie, il existe un événement contraire qui contient tout simplement les issues qu'on n'a pas prises dans l'événement qui nous intéressait. Alors on y viendra un petit peu plus tard puisqu'il y a une formule qui sera bien utile par rapport à l'événement contraire, donc à garder en stock. Au niveau de la notation, il suffit de prendre la lettre qu'on a utilisée pour l'événement et de mettre une barre au-dessus. Et à ce moment-là, on va avoir un événement A et un événement A bar qui sera son contraire. Et normalement, les issues qui ne seront pas dans A seront dans A bar. Jusque-là, ça va à peu près. Maintenant, on va vraiment attaquer sur ce que c'est qu'une vraie probabilité. Une probabilité, on peut trouver plein de définitions différentes. J'y ramène à peu près toujours à la même présentation. Moi, la définition que je préfère, je trouve que c'est celle qui est la plus correcte mathématiquement, c'est celle de l'approche statistique. Alors, avant de faire cette définition, il faut avoir fait l'activité du lancer de dés en classe. Donc normalement, au moment où vous verrez cette partie-là de la vidéo, on aura fait cette activité de lancer de dés. Et l'idée, c'est que vous avez observé que quand on lance un dé un certain nombre de fois et qu'on calcule la fréquence de chacune des faces, eh bien, on n'a pas une fréquence de 1/6 pile. On sait, nous, par avance, puisque c'est un objet qu'on connaît bien, qu'un objet équilibré, qu'un dé équilibré va avoir une probabilité de 1/6 pour chacune de ses faces. Mais pour autant, je sais très bien que si je lance mon dé 6 fois, je ne vais pas forcément avoir une fois chaque face. Par contre, si je lance mon dé 12 fois, peut-être que j'arriverai à avoir 2 fois chaque face, mais c'est pas garanti. Mais l'idée, c'est que si je lance mon dé 120 fois, eh bien, il y a de bonnes chances que
mon nombre de faces soit de 20 pour chaque face à peu près, ce qui me donnerait du 1/6 environ. Et ça, c'est ce qu'on a observé dans notre expérience du dé. L'idée, c'est que plus on recommence notre tirage, plus on recommence notre expérience aléatoire, et bien plus les fréquences que je vais observer vont se rapprocher d'un nombre. Ce nombre-là, je peux très bien ne pas le connaître à l'avance. Mais l'idée, c'est que ce nombre dont je me rapproche, c'est un nombre théorique. Peut-être que je ne l'atteindrai jamais, mais l'idée, c'est que plus je vais recommencer mon expérience, plus ma fréquence va se rapprocher de ce nombre-là. Et c'est ce nombre-là, théorique, qui en mathématiques s'appelle la limite. Donc la fréquence va se rapprocher de ce nombre, et ce nombre-là, c'est la probabilité. Alors vous avez la définition précise qui est affichée à l'écran. Moi, je considère que c'est la définition la plus juste d'une probabilité. Alors maintenant, ça nous amène aux probabilités en elles-mêmes qui ont plein de petites propriétés. Alors, ce qu'il faut vraiment bien comprendre sur les probabilités, c'est que les petites propriétés que vous voyez à l'écran, là, en fait, pour la plupart, ce sont des propriétés qu'on connaît déjà, c'est du bon sens. Maintenant, certaines de ces petites propriétés nous permettront de vérifier nos résultats. Par exemple, fondamentalement, une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. C'est pas forcément un décimal, ça peut être un tiers ou un sixième. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un nombre compris entre 0 et 1. Et ça veut dire quoi si on a bien ça à l'esprit? Ça veut dire que dans un exercice, si je me trompe et que je trouve une probabilité négative ou une probabilité supérieure à 1, cette petite propriété me permet de me rendre compte que je me suis trompé et de me corriger. Voilà. Donc, vraiment à retenir, une probabilité, ça ne peut être compris que entre 0 et 1. On a tout un tas d'autres petites choses. Alors, on a par exemple la probabilité d'un événement qui vaudrait 0. Ça veut dire que mon événement, il n'y a aucune probabilité qu'il arrive. À ce moment-là, j'ai affaire à un événement qu'on appelle impossible. Et à contrario, si j'ai un événement qui a une probabilité qui est 1, c'est-à-dire 100% de chance, à ce moment-là, il est certain qu'il va arriver cet événement. À ce moment-là, on appelle justement ça un événement certain. Voilà. Et ensuite, on a plusieurs petites propriétés qui sont assez logiques là aussi. Un événement qui va contenir un certain nombre d'issues, eh bien la probabilité de mon événement, ça sera le total des probabilités des issues qui le composent. C'est assez simple à retenir. On reverra ça dans la petite partie formule. Et puis, une dernière petite chose à retenir, c'est que quand on est en équiprobabilité, alors ça a peut-être été écrit avant dans le cours, l'équiprobabilité, très important, c'est la plupart des cas qu'on voit au collège, c'est une partie des cas qu'on va voir cette année, c'est dans le nom. Équiprobabilité, ça fait penser à équilatéral, triangle équilatéral, même longueur pour les trois côtés, et bien une expérience en état d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque issue a la même probabilité que les autres de sortir, d'apparaître. Donc l'équiprobabilité, ça correspond à peu près tous les tirages auxquels on a l'habitude d'avoir affaire au niveau du collège. C'est le lancer d'un dé équilibré, c'est de l'équiprobabilité. C'est le lancer d'une pièce équilibrée, c'est de l'équiprobabilité. C'est un tirage de cartes au hasard dans un jeu qui en contient 32, c'est de l'équiprobabilité également. Donc la plupart des cas qu'on voit jusqu'en seconde, il y a de l'équiprobabilité. On verra quelques cas cette année où il n'y a pas forcément d'équiprobabilité. Bien. Alors maintenant, on va arriver à une définition qui est un peu particulière, qui est une loi de probabilité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité? Tout simplement, c'est plus ou moins une liste de toutes les probabilités, de toutes les issues possibles dans mon expérience. Donc en gros, cette loi de probabilité, elle peut être présentée de plusieurs façons. La présentation la plus courante qu'on va garder pour une loi de probabilité, ça va être un tableau, tout bêtement, avec en ligne supérieure toutes les issues possibles pour mon expérience, et puis en bas, les probabilités correspondantes. Voilà, donc une loi de probabilité classique pour un lancer de dés à 6 faces. En ligne numéro 1, on va avoir les faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ligne numéro 2, on va avoir les probabilités correspondantes, un sixième, un sixième, un sixième, etc. quand on est en équiprobabilité. Bien. Alors maintenant, on va arriver à des petites notions un petit peu plus techniques. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais comparer plusieurs événements? Alors, je peux très bien avoir un premier événement que je vais noter A, qui est une condition particulière dans laquelle il y a un certain nombre d'issues. Un deuxième événement que je vais appeler B, qui est une autre condition. Il peut y avoir des issues en commun ou pas, mais B aussi ses issues. Et l'intersection, qu'est-ce que c'est? On va retrouver la notion d'intersection qu'on avait quand on a étudié les intervalles. L'intersection de A et de B, eh bien, ça se note A inter B, comme pour les intervalles, et c'est l'événement qui va être réalisé par les issues de A et de B communes, en même temps. C'est-à-dire que là, si j'ai, pour l'exemple du dé, l'événement A qui est obtenir un nombre pair, possibilité de 4, 6, et l'événement B qui est obtenir un multiple de 3,
à ce moment-là j'ai 3 et 6 comme issues, A inter B sera les issues qui vérifient les deux en même temps. En l'occurrence pour mon exemple, je n'aurai que 6. Voilà. Et puis pour ce qui est de l'union, là aussi on retrouve exactement la même notion que pour les intervalles. L'union, A union B, ça va être l'événement qui va être réalisé soit par les issues de A, soit par les issues de B, soit peut-être les deux. Je rappelle qu'en mathématiques, ça c'est un ou inclusif, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, ça nous convient également. Donc toujours sur mon exemple du D, A, obtenir un nombre pair, B, obtenir un multiple de 3, et bien A union B, ça serait obtenir un nombre pair, ou bien un multiple de 3, donc en l'occurrence 2, 3, 4 et 6, 6 qui va convenir aux deux à la fois, mais que je prends du coup quand même. Voilà l'idée. Vous avez également les petits diagrammes qui se sont affichés. Je rappelle qu'avec ces petits diagrammes en bulle, on appelle ça des diagrammes de veine, et bien on peut revisualiser un petit peu A inter B, A union B. Alors maintenant, on va passer à la partie vraiment calcul, formule en soi. Alors, on a une formule particulière en cas d'équi probabilité. Alors l'équi probabilité, on en a parlé, c'est que chaque issue a autant la même probabilité que les autres de sortir. Donc ce qui veut dire en fait assez facilement que si j'ai n issues possibles, eh bien ma probabilité totale étant toujours 1, ça veut dire que chaque issue a une probabilité de 1 sur n. Je prends mon exemple du jeu de cartes, j'ai 32 cartes, et bien chaque carte a une probabilité de 1 sur 32 d'être tirée. Jusque-là, c'est logique, les probabilités sont réparties équitablement. Maintenant, dans l'idée de la formule qui est K sur n, ça veut dire que mon événement qui m'intéresse est constitué de K issues. Et comme on l'a dit dans la partie propriété, eh bien la probabilité de cet événement, ça va être la somme des probabilités des issues qui sont à l'intérieur. S'il y a K issues, et que chacune de ces issues a une probabilité de 1 sur n, eh bien donc je vais faire 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, etc. K fois, puisque j'ai K issues à l'intérieur. Donc autant aller un petit peu plus vite, et en disant que la probabilité de mon événement, ça sera donc K fois 1 sur n, d'où le K sur n que j'ai dans ma formule. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette formule-là, elle est censée être connue par cœur, mais c'est déjà quelque chose que vous faites instinctivement. Par exemple, je reprends mon exemple du dé de tout à l'heure, je lance mon dé, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Eh bien, chaque face ayant une probabilité de 1/6, j'ai deux faces qui m'intéressent, qui sont 3 et 6. À ce moment-là, je vais avoir deux faces sur les 6 qui m'intéressent, probabilité de 2/6 qui se simplifie en un tiers, mais c'est cette formule-là. Donc cette formule-là, on la fait déjà de façon instinctive. Le travail, c'est juste de savoir qu'il y a une formule, effectivement, qui correspond à ce calcul. Bien. Ça nous amène également à une deuxième formule, qui est la formule de l'événement contraire, on en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est que, je rappelle encore une fois, quand on a un événement, il y a un certain nombre d'issues dedans, et puis on a son contraire, dans lequel on a toutes les issues qui n'étaient pas dans le premier événement. Ce qui veut dire que si on prend les deux ensemble, un événement et son contraire, et bien dans ces deux-là, dans l'ensemble, je retrouve bien toutes les issues de mon expérience. Ce qui veut dire du coup que la probabilité de A plus la probabilité de A bar, eh bien ça fait 1, puisque j'ai toutes les issues possibles là-dedans. Et du coup, on retrouve notre petite formule. Si P de A plus P de A bar donne 1, bien à ce moment-là, ça veut dire que P de A égale 1 moins P de A bar. Ou bien P de A bar égale 1 moins P de A. Le principe, c'est de dire que puisque la somme des deux vaut 1, eh bien, une des deux probabilités, c'est 1 moins l'autre probabilité. Et ça, on le verra en exercice, mais mine de rien, cette petite formule, elle est quand même très utile. Et on arrive à la dernière formule vraiment à connaître. Alors je pense que c'est vraiment pour celle-ci et pour la formule du contraire qu'il faudra faire un petit effort d'apprentissage, la formule de l'union. Alors, il faut bien se remettre le schéma en tête, avec les deux bulles, le diagramme de veine. On a notre événement A, notre événement B, et A union B, c'est les issues de A ou les issues de B ou les deux. Maintenant, si je veux la probabilité de cet ensemble-là, le début de la formule est assez naturel, je vais donc faire P de A plus P de B, jusque-là c'est logique, mais on a un problème avec l'intersection. Puisque j'ai pris P de A, dans ce P de A, il y a la probabilité des issues qui sont à la fois dans A et dans B, puisqu'elles sont dans A, je les ai comptées. Mais si je rajoute P de B, dans P de B, ces issues qui sont dans l'intersection, elles sont comptées une deuxième fois. Or, le problème, c'est que ces issues qui sont comptées deux fois, celles qui sont communes à A et à B, en vrai, dans mon expérience, elles n'apparaissent qu'une fois. Donc le problème, c'est que ces issues qui sont comptées en double, eh bien pour compenser ce calcul en double, il faut que je soustrais P de A inter B. Ça me garantit que toutes les issues qui sont dans l'intersection
du coup, auront bien été comptés une seule fois et non pas deux. C'est très important parce que si on ne fait pas cette soustraction, on va se retrouver avec potentiellement une probabilité qui va dépasser 1. Si j'ai une probabilité de A qui vaut 0,5, une probabilité de B qui vaut 0,6 et une probabilité de A inter B qui vaut 0,2, on pourra très bien trouver des cas dans ce cas-là, des exemples de ce cas-là, eh bien, si je ne fais pas ma soustraction, je ferai P de A plus P de B et ça me fera une probabilité de 1,1, c'est impossible. La bonne formule sera P de A plus P de B moins P de A inter B, et donc du coup on se retrouvera avec du 0,9. Bien. Donc là maintenant, l'idée de tout ça, c'est qu'on a toutes ces petites formules de calcul. Maintenant, il nous reste juste à les appliquer dans différents exercices et vous verrez que là, ce sont des choses qui ne se révisent pas forcément puisque la particularité des probabilités, des exercices de probabilité, c'est vraiment beaucoup dans la lecture du sujet. Il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe. La clé de tout ça, de tous les exercices de probabilité, c'est surtout l'imagination. Imaginez-vous en train de faire l'expérience dont on est en train de vous parler dans l'exercice. Imaginez-vous en train de tirer une carte, imaginez-vous en train de lancer le dé, imaginez-vous en train de faire le tirage dont on vous parle, et normalement les choses devraient être un peu plus naturelles pour vous. Bien. Alors maintenant on va passer à une dernière présentation qui se faisait il y a quelques années encore en collège, et qui est très très pratique et qui se sert, dont on se sert même encore en terminale, qui est l'arbre de probabilité. Alors, l'arbre de probabilité, c'est une espèce de diagramme. L'idée c'est que je vais pouvoir l'utiliser dans deux cas particuliers, soit dans le cas d'une expérience aléatoire que je vais répéter un certain nombre de fois, ça peut être par exemple lancer une pièce 3 fois de suite, ou ça peut être lancer un dé 2 fois de suite, etc. etc. Soit je peux l'utiliser également quand, dans une expérience aléatoire, je m'intéresse à deux événements de nature complètement différente. Dans mon exemple du cours, en l'occurrence, mon expérience aléatoire, c'est prendre un client au hasard. Et là, les deux événements qui m'intéressaient, ce sont la destination, France ou étranger, et le fait qu'il ait pris une assurance ou pas. On voit tout de suite que ces deux événements-là ne parlent pas du tout de la même chose. D'un côté, on a la destination, de l'autre côté, l'assurance. Ce sont bien deux événements de nature différente. Et donc l'idée, c'est que cette présentation en arbre, on va regrouper dans un même groupe, qu'on appelle un nœud de l'arbre, les branches, qui vont être des petits segments, qui vont amener vers les événements de même nature. Ça peut être un tirage, par exemple pour ma pièce, un nœud, ça va être pile ou face, même nature, ce sont les résultats de ma pièce. Et puis l'étage d'après, le niveau d'après, ça va être le tirage numéro 2, pile face, pile face, pile face, etc. etc. Dans mon exemple, là, je vais d'abord m'intéresser à la destination du client, donc France ou étranger, et donc même nature, et dans le deuxième niveau de l'arbre, là, je vais m'intéresser au fait qu'il ait pris une assurance ou pas. Donc assurance, pas assurance, assurance, pas assurance. L'intérêt de l'arbre, c'est qu'il y a une espèce d'historique qui est gardé. Assurance ou pas assurance, mais en étant parti en France. Assurance ou pas assurance, mais en étant parti à l'étranger. Si je prends l'exemple d'une pièce, pile ou face, premier lancé, et je refais pile, face, et j'ai toutes mes possibilités, mais avec l'historique des lancers. Par exemple, le premier chemin, c'est-à-dire en haut puis en haut, ça, c'est quand j'ai obtenu d'abord pile, puis encore pile. Sinon, je peux avoir d'abord pile, puis face. Et donc, grâce à l'arbre, j'ai vraiment un listing complet de toutes les issues possibles de mon expérience. Bien. Il y a donc quelques petites règles à appliquer quand on va lire un arbre. Elles sont quand même assez faciles à comprendre. Déjà, l'idée, c'est qu'un arbre, il y a quand même un sens de lecture à respecter, qui va être de la gauche vers la droite. Ça, c'est assez naturel. Deuxième petite chose à respecter, c'est que chaque groupe de branches, qu'on appelle les nœuds, eh bien, représente toutes les possibilités. Par exemple, quand je pars en France ou à l'étranger, eh bien, je n'ai pas d'autres possibilités. Donc l'idée, c'est que le total des probabilités d'un nœud vaut forcément 1, puisque le total de mes branches est censé me donner toutes mes possibilités. Ça, c'est très important. Deuxième petite chose, ça c'est un peu moins naturel, donc il va falloir le retenir par cœur, c'est que lorsque je suis deux branches l'une après l'autre, eh bien il faudra que je multiplie les probabilités. À force de l'utiliser, ça deviendra un petit peu plus naturel, mais l'idée c'est ça, hein. Je suis plusieurs branches à la suite, je multiplie les probabilités de ces branches. Et puis une dernière petite chose, c'est que si je veux chercher moi la probabilité d'un événement que je vois en deuxième niveau de l'arbre, eh bien si je veux par exemple dans mon exemple P de A, je n'ai pas précisé la destination. Puisque je n'ai pas précisé la destination, eh bien je suis obligé de prendre en compte toutes les destinations possibles.
C'est pour ça que dans mon exemple du cours, pour trouver P de A, il faut que je prenne les deux chemins, les deux issues qui amènent vers cet événement A, c'est-à-dire F puis A, France puis assurance, ou bien F bar puis A, c'est-à-dire étranger et assurance. Et si je les prends ensemble, j'aurais bien compté toutes les personnes qui ont pris une assurance, quelle que soit la destination. Donc voilà, ça clôt ce qu'il faut savoir sur les probabilités au niveau de la seconde. Là, c'est très important quand même de travailler ce chapitre-là, d'être à peu près au clair avec ce chapitre-là, puisque quelle que soit la filière que vous ferez l'année prochaine, si vous faites des mathématiques, vous ferez des probabilités. Et vous aurez besoin de ce vocabulaire, et en particulier de cette présentation d'arbres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner un petit peu, mais vous verrez que la plupart du temps, il y a quand même un côté très logique et très naturel à tous ces calculs et ces présentations-là qu'on va faire. À bientôt!